Découvrez votre programme sur Public Sénat avec le Bon Coin Emploi Cadre. Bienvenue dans le magazine de l'emploi. Une demi-heure pour répondre à toutes les questions très concrètes que vous vous posez en matière d'emploi, mais aussi de reconversion et de formation. Il travaillait dans le monde du design. Il est devenu plombier. Elian n'a pas seulement changé de métier, il essaie de le réinventer. Il va nous expliquer comment. Qu'est-ce qu'on mange? C'est un casse-tête quotidien. Alors imaginez la vie de Thomas qui sert chaque jour 2500 couverts. Son métier, cuisinier dans la restauration collective. Chercher du boulot, c'est du boulot. Arthur Pertico nous donne un petit coup de pouce pour une recherche d'emploi efficace. Des expériences partagées, des conseils, mais aussi des outils pour décoder le monde du travail. C'est le magazine de l'emploi et ça commence tout de suite. Le territoire que nous visitons aujourd'hui, l'Île-de-France, une région toute petite en kilomètres carrés, mais qui concentre près de 19% de la population métropolitaine. On est un peu serré, je vous le confirme, mais aussi petite qu'elle soit, la région présente de nombreuses particularités d'un département à l'autre. Une bonne raison pour aller voir ça en détail. Nous allons donc en Île-de-France, région composée de 5 départements, les Yvelines, le Val d'Oise, la Seine-et-Marne, l'Essonne et Paris qui nous intéressent aujourd'hui. C'est là. Paris, pour les touristes, c'est l'incontournable Tour Eiffel, le musée du Louvre ou encore sa cathédrale Notre-Dame. Pour les Parisiens, c'est plutôt métro, dodo et boulot. C'est d'ailleurs le boulot qui nous intéresse. Si 2,5 millions d'habitants se pressent sous la grisaille parisienne, enfin pas aujourd'hui, c'est que Paris reste très attractif en termes d'emploi. Ce n'est pas Nicolas Garnier qui va nous dire le contraire. Paris, c'est 1% du territoire, c'est 20% des habitants de l'Île-de-France qui vivent à Paris, et Paris produit un peu plus de 30% du produit intérieur brut de la région Île-de-France. Paris, capitale économique de la région et du pays, ça se confirme, mais certaines entreprises rencontrent des difficultés à recruter. Elles sont réelles sur un certain nombre de secteurs. On peut citer évidemment la transformation numérique parce qu'elle concerne l'ensemble des entreprises. On peut citer les services à la personne, on peut citer l'hôtellerie-restauration. Ce sont des secteurs aujourd'hui qui peuvent avoir des difficultés à trouver des candidats. Pour faire face à ces difficultés de recrutement, le Pôle emploi s'engage pour la formation. Sur Paris, à titre d'exemple, chaque année, on forme entre 15 et 20 000 personnes, toutes formations et tous métiers confondus. Acteur incontournable de l'emploi, l'organisme met à disposition du grand public des accompagnements à l'orientation. Pôle emploi a lancé il y a quelques semaines des événements qui seront labellisés #vers un métier et qui permettent soit de mettre en relation directement un recruteur avec des candidats, soit de mettre en relation un organisme de formation avec des candidats potentiels, soit de présenter des métiers. Et l'idée, c'est de sensibiliser, y compris des personnes qui spontanément n'auraient pas pensé à ces métiers-là dans le cadre de leur reconversion ou de leur retour à l'emploi. Par exemple, les métiers de l'immobilier. À Paris, le logement, c'est un casse-tête pour les uns, mais une possibilité d'emploi pour d'autres. Le secteur est en plein boom depuis plusieurs années et très pourvoyeur d'emplois. Le métier de conseiller immobilier a en plus un avantage, c'est qu'il ne nécessite pas forcément d'expérience au départ. Je vous appelle, c'était juste pour vous confirmer demain notre rendez-vous pour faire visiter le fonds de commerce. Raphaël Reynaud, petit nouveau dans le milieu, a profité de l'opportunité offerte par un grand groupe. Concrètement, il y a des bons profils qui se sont positionnés sur l'appartement, qui doivent nous faire un retour. L'aspect formation a été un élément extrêmement important dans ma prise de décision quant à rejoindre Capifrance. Voilà, un panel de formation très large et on est accompagné. Une formation, c'est bien, il faut aussi de la détermination, mais de ce côté-là, ça devrait aller. Pas de mandat encore, mais c'est en cours, donc les signatures très prochainement de mes premiers mandats. Le cas de Raphaël n'est pas isolé. Nous nous rendons dans un atelier du grand groupe qui l'a recruté pour rencontrer son directeur général. 50% des gens qui viennent chez Capifrance ne viennent pas du monde de l'immobilier. Donc il est important de leur apporter rapidement les fondamentaux qui vont leur permettre d'être opérationnels sur le terrain. Une entreprise immobilière au profil un peu particulier.
Capifrance est un réseau de conseillers immobiliers qui s'est créé en 2002 à partir d'une idée qui paraît assez évidente aujourd'hui mais qui était assez audacieuse il y a 16 ans, à savoir faire de l'immobilier de façon dématérialisée, sans agence physique et avec des conseillers tous agents commerciaux indépendants. Pas d'agence dans cette organisation un peu différente, mais à la place des ateliers. Objectif, créer du lien. L'immobilier, c'est un métier de proximité. Et notamment sur Paris, où il y a une densité d'habitation très importante, les conseillers travaillent en général sur quelques rues. Et ce que nous voulons, c'est créer des animations, des événements qui font que nos voisins qui habitent à côté de l'atelier viennent dans l'atelier, même s'ils n'ont pas encore de projet immobilier. Cette grande entreprise opère sur le territoire national avec près de 2200 conseillers. Elle recrute notamment à Marseille, Bordeaux, Nantes. Et à Paris, comment ça se passe? Nous avons 250 conseillers en Ile-de-France et 50 sur Paris. On cherche à peu près une vingtaine de conseillers sur Paris intramuros, 2-3 managers et 2-3 office managers. On vous emmène maintenant faire du tourisme dans Paris. Au pied de la Tour Eiffel et plus précisément sur les quais de Seine, c'est à bord des bateaux parisiens que nous retrouvons Pascal Boitard. C'est l'entreprise de croisière numéro 1 sur la Seine. Nous accueillons plus de 3,5 millions de passagers chaque année. Nous offrons une multitude d'activités sur la Seine, à savoir donc des croisières promenades, des croisières restauration, déjeuner, dîner, qui bénéficient d'une vue imprenable sur la Tour Eiffel. On découvre, on navigue, on dîne ou on déjeune sur ces bateaux et pour ça il faut du monde. On comptabilise plus de 300 salariés en CDI dans l'entreprise et nous avons plus de 50 métiers différents au sein de bateaux parisiens. Un des atouts de l'entreprise est la possibilité de bénéficier de passerelles et de mobilité interne. Personnellement, j'ai rejoint l'entreprise en 2004 en tant que réceptionniste trilingue et j'occupe aujourd'hui mon 5e poste en tant que responsable recrutement et mobilité. Passer de saisonnier à CDI, c'est possible. Cette année, c'est une vraie fierté pour nous. Nous avons pu concrétiser plus de 17 embauches en CDI à l'issue de cette saison touristique, soit plus de 10% parmi les saisonniers qui nous ont rejoints cette année. Et l'entreprise recrute toujours. Donc actuellement, nous avons plusieurs postes d'ouverts et en cours de recrutement au sein de bateaux parisiens. Donc je recherche un réceptionniste, des billettistes, des agents d'accueil, des personnes travaillant dans le secteur de la restauration, aussi bien en salle qu'en cuisine. Restauration, accueil, mais aussi navigation en tant que matelot et hôte de croisière. Il est encore temps de monter à bord. Des carrières qui peuvent vous intéresser, que vous soyez dans la région ou pas. Si ces offres d'emploi vous intéressent, vous pouvez retrouver les contacts des entreprises sur la page de l'émission via le site publicsénat.fr. On vous le dit régulièrement dans cette émission, nous sommes là pour vous aider à décrypter le monde de l'emploi. Les acronymes, par exemple, ils sont nombreux et souvent bien mystérieux. CQFD vous explique tout. Aujourd'hui, on parle d'argent. CQFD, ce qu'il faut décoder. Alors ça y est, embauché? Mais avant de signer votre contrat de travail, avez-vous regardé ce que prévoit la convention collective? Allons bon, mais qu'est-ce que c'est? Une convention collective est tout d'abord une convention, c'est-à-dire un accord négocié et rédigé par les organisations d'employeurs et les représentants des salariés. Cette convention permet d'ajuster les dispositions du Code du travail à un environnement géographique et professionnel particulier, une branche ou un secteur d'activité. Voilà pour la partie collective. S'il est bon de connaître la convention collective dont on dépend, c'est qu'elle peut aller plus loin que la loi et donc être plus favorable pour l'employé. Dans certaines conventions collectives, par exemple, les salariés doivent être payés au-dessus du SMIC. La convention collective de la banque permet de prolonger le congé maternité. Celle de l'immobilier prévoit des primes d'ancienneté. Les avocats ont droit à 8 jours de congé pour leur mariage grâce à leur convention collective. Dans l'entreprise, la convention collective doit être consultable librement et faire l'objet d'un affichage précisant où trouver le texte intégral. Elle doit aussi être mentionnée sur le bulletin de paie des salariés. Avant de le recevoir, vous pouvez toujours demander au recruteur de quelle convention collective vous dépendez. CQFD. Elian a 39 ans. Il a longtemps travaillé dans le commerce de luxe en vendant des objets de design. Mais quand il a ressenti le besoin de faire quelque chose de ses mains, il n'a pas choisi de créer, mais de réparer. Vous cherchez un plombier? En voilà un, pas tout à fait comme les autres.
Bonjour Elian. Bonjour. Votre nouveau métier de plombier, c'est une vraie passion, contrairement à votre ancien métier de commercial. Qu'est-ce qui vous avait attiré au départ dans le commerce? Ce qui m'attirait, je dirais, dans le commerce au départ, c'était la relation qu'on pouvait avoir vraiment, la relation client, comme on l'appelle justement dans le jargon commercial. Et au bout de 10 ans, qu'est-ce qui vous décide à tout plaquer? C'est l'envie justement de pouvoir faire quelque chose de concret, d'avoir quelque chose de fini entre mes mains, plus qu'une vente de produits. Aujourd'hui, donc, vous êtes plombier. Vous y pensiez depuis longtemps à ce métier-là? Pas forcément au départ, c'était pas forcément une vocation. En tout cas, j'avais quelques compétences manuelles. Qu'est-ce qui vous a inspiré en fait? Quand vous avez arrêté le commerce, vous pensiez à quoi? Je pensais plus à de la rénovation un peu liée au design, de la rénovation de mobilier industriel. Et je voulais apprendre à souder. Et de fil en aiguille, je me suis dirigé un petit peu justement vers l'aspect manuel, donc du coup vers une formation. Comment elle s'est organisée au départ? J'ai tout largué et je me suis fait embaucher en tant que surveillant dans un lycée technique. Et de fil en aiguille, je me suis un petit peu infiltré dans les ateliers. Donc vous étiez sur place? Exactement. C'est ça? Et je surveillais en plus justement les élèves qui apprenaient à souder. Et dans ces ateliers, on dispensait aussi des cours de plomberie. D'accord. Voilà. Et là, vous vous êtes dit peut-être la plomberie? Peut-être j'ai appris parce que du coup, je trouvais ça intéressant. Et avec les professeurs, on en a discuté et ils m'ont dit, écoute, pourquoi tu passerais pas ton CAP? C'est toujours un bagage en plus. Oui. Ce que j'ai fait, voilà. Pendant 2 ans, j'ai tous les vendredis, qui était un de mes jours de congé, je le passais quand même sur place à apprendre. Ah, vous étiez déterminé. Ah oui, à fond. Alors, une fois votre CAP en poche, comment est-ce que vous commencez à exercer? Sans expérience, directement à vélo. Voilà. Ah oui. J'avais compris que l'expérience d'une voiture à Paris, déjà, en tant que particulier, c'est compliqué. Et je me suis dit qu'en tant que professionnel, ça devait être l'enfer. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas le vélo? Et j'ai commencé avec 2 sacoches et un vieux vélo de la Poste. Et les gens, vous arrêtez dans Paris pour avoir votre carte? À l'époque, j'étais pas très visible, puisque j'avais pas de branding, j'avais pas de publicité. Et c'était pas forcément évident, mais du coup, je distribuais quand même des cartes et ça m'a servi. Mais alors justement, votre ancien métier de commercial vous a peut-être un peu aidé pour ça, pour cette partie de... Je pense qu'il y a cette fibre commerciale qui est toujours présente, puisqu'on me dit toujours que mes communications sont bien soignées, que le chiffrage est toujours bien fait, les devis sont aussi très précis. Je pense que ça m'aide aussi quelque part, au-delà du métier de plombier, à faire quelque chose de présentable et de rassurant aussi pour mes clients. Alors concrètement, comment ça se passe une journée de plombier? Comment se passe votre journée? Alors une journée de plombier, même de cycloplombier, je dirais. Cycloplombier. Une journée de cycloplombier, ça commence même le soir, puisqu'il y a des rendez-vous qui sont pris tout au long de la journée, via le site internet, que je traite le soir, donc jusqu'à très tard, généralement jusqu'à 1h du matin. Et après, le lever, c'est 5h30, 6h du matin. On s'occupe un petit peu de la famille, des enfants. Et puis après, du coup, je regarde ma journée, généralement 5 à 6 interventions par jour. D'accord. On va dire de 8h à 18h30, 19h. Je suis spécialisé sur le dépannage et les petites installations. Je ne vais pas faire de gros chantiers. Et alors à peu près, combien de kilomètres est-ce que vous faites en une journée? Je fais 50 à 60 km par jour. Bon, j'ai la chance d'avoir une assistance électrique sur mon vélo cargo. Mais c'est vrai que quand il est chargé, on n'est pas loin de 200 kg avec le pilote sur ce vélo cargo. Voilà. Je suis allée sur votre site et j'ai vu cette phrase « bien faire et faire le bien ». C'est votre credo un peu. Et ça peut forcément séduire la clientèle. Du coup, j'imagine que votre carnet de commandes s'est vite rempli. Là, actuellement, je suis même débordé. C'est plutôt bien comme bilan. Oui, du coup, je cherche aussi à recruter. Ah, ça, c'est une info, ça. Qui cherchez-vous à recruter? 2 plombiers? Au moins 2 plombiers, 2 plombiers expérimentés aujourd'hui, oui. Je cherche 2 plombiers expérimentés parce que la demande est telle que tout seul, j'arrive plus à fournir. C'est facile de recruter des plombiers aujourd'hui? C'est pas forcément évident. C'est pas forcément évident parce que le métier est dévalué, l'image aussi. On n'a pas forcément une image très positive du plombier aujourd'hui. Vous parlez d'expérience? Oui, tout à fait. Moi-même, j'ai pu vivre le passage d'un plombier à la maison qui vous assomme tout de suite avec le tarif avant même d'avoir fait son intervention. Ouais. Tout à fait. Et c'est vrai que c'est ce qu'on se dit d'un plombier. Et aujourd'hui, financièrement, vous diriez que vous gagnez mieux votre vie qu'avant? Aujourd'hui, financièrement, je dirais que je gagne mieux ma vie qu'avant. J'ai aussi
gagner en qualité de vie, même si je passe beaucoup plus de temps au travail. Même le soir en rentrant à la maison, je passe toujours du temps au travail. Je pense que je gagne mieux ma vie dans le sens où je fais ce que je veux et je le fais pour moi-même, voilà. Et puis évidemment pour les autres. Merci Elian, vous avez été parfait, vous êtes à l'aise en entretien et ce n'est pas toujours facile d'assurer lors de cette étape incontournable de la recherche d'emploi. Pour nous aider, il y a Arthur Perticos. CV, lettre de motivation, candidature, c'est fait. Tellement bien que vous avez décroché un entretien téléphonique. Félicitations. Mais il va falloir aussi s'y préparer. Attention, car l'entretien téléphonique peut être éliminatoire. Il permet au recruteur de procéder à une nouvelle sélection. Votre unique objectif, le persuader qu'il doit vous rencontrer. Comment ? Démarrez en lui demandant de vous rappeler. Pas question de répondre alors que vous êtes dans la rue ou que vous avez du mal à vous souvenir des particularités de son entreprise. Parce que des CV, vous en avez envoyé plusieurs. Alors expliquez poliment que vous ne pouvez pas répondre et convenez d'un vrai rendez-vous. C'est bon. Cette fois, vous êtes dans un lieu calme, vous êtes concentré. Et vous avez eu le temps de préparer des arguments qui appuient ou complètent votre CV. Vous pouvez vous servir de vos notes. Au téléphone, personne ne verra vos antisèches. Vous préparez des arguments et des questions. L'entretien téléphonique, ça marche dans les deux sens. Vous aussi, vous devez être convaincu que vous voulez rejoindre cette boîte. Écoutez, c'est essentiel, relancer, c'est top. Et souriez. Toute la sympathie que vous pouvez dégager va passer dans la voix et seulement dans la voix. Deux petits conseils encore. Ce message sur votre boîte vocale qui fait marrer vos amis ou votre mère, pensez à le changer avant qu'un recruteur ne tombe dessus. Et surtout, demandez quelles seront les prochaines étapes du recrutement. Et voilà le travail. Mettre les petits plats dans les grands, c'est pas son truc. Dans sa cuisine, les casseroles sont en taille XXL. Et quand on passe à table, il faut dresser 2500 couverts. Cantine, restaurant d'entreprise, Thomas est cuisinier dans la restauration collective. Et si vous pensez que la tension est à son maximum dans Top Chef, c'est que vous n'avez encore rien vu. Je suis chef de cuisine depuis 11 ans en restauration collective. La restauration collective, c'est les restaurations d'entreprise qui sont ouvertes du lundi au vendredi bien souvent. Les hôpitaux, les écoles, les cuisines centrales. J'ai fait un parcours traditionnel, un CAP BEP cuisine. En alternance avec un patron et l'école. Après, je rejoins la vie active dans le traditionnel. J'ai travaillé un petit peu en brasserie, en traiteur, dans les restaurants. Pour le chaud, on aura la plancha, je m'en occuperai, on aura du filet de bar sauce vierge. Une pizza Copa Roquette, donc Hassan se mettra aux pizzas. Il est où Hassan? Il est déjà aux pizzas, sûrement. La grillade, steak haché, bavette au filet, enfin une sauce champignon. Et voilà, tout est bon. C'est parti. Quand on vient du traditionnel dans la collectivité, ce qui va changer, ça ne va pas être du service à l'assiette, mais en grande quantité. Par exemple, ce midi, on a fait 60 kg de carottes, carottes fraîches. On a le matériel pour l'éplucher et le couper, bien sûr, on ne le fait pas à la main. On a des grosses teams, on appelle ça des grosses teams, où on peut cuire jusqu'à 50 kg de riz. Des grandes sauteuses également, on peut faire 100 kg de sauté de bœuf, traditionnel, du sauté de bœuf bourguignon avec tout ce qui va, mais c'est en grosse quantité. On fait 60 kg de brocoli. Ça marche ? C'est parti ? C'est parti. Voilà. Okay, bon. voilà. J'accompagne les équipes sur le terrain. Bien souvent, je mets la main à la pâte, je suis obligé, autant en pâtisserie qu'en cuisine, préparation chaude. Beaucoup de gestion, du management, du personnel pas forcément qualifié autant que dans le traditionnel, donc il faut les accompagner, être patient, être calme. Hassan, c'est bon ? Ouais. T'as déjà fait une échelle ? Ouais. Trop rapide. Donc la copa, je te l'emmène, et puis la roquette. On prépare des bacs et on mettra là-haut. Ça marche, j'arrive. Hein. L'arrivée du personnel est à 7h30. Je fais un briefing pour l'intitulé des plats et le nombre de portions que je veux qu'on réalise. Après, toutes les équipes partent sur leurs tâches différentes, le froid, le chaud, les pâtisseries. 9h, on refait un deuxième briefing pour le plan de postage, c'est-à-dire la personne sera postée à tel endroit ce midi.
faut qu'à 10h50, tout soit prêt, le personnel mange, moi y compris. Je sais pas qui c'est qui fait la cuisine ici, mais c'est bon. Nous nous relevons à 11h20, se mettre en place et pour les 10 minutes qui restent, prêt à envoyer. On va donner les carottes. J'arrive en pâtisserie, t'allumes les fourneaux. Ouais. Combien de beurre? Ouais. 5. 5, ouais, 5. Pardon. Oh, pardon. Alors les gars, on va me faire tout ça, éplucher tout ça. Oh, il n'y a pas de problème. 8h23 au bureau. Tout est programmé à la minute. C'est un petit peu rapide aussi, un petit peu speed. On n'a pas le droit à l'erreur parce que les clients arrivent à 11h30, tout doit être prêt. C'est intense. Je dors bien. Je me couche de bonne heure. Alors attention, il ne faut pas que je fasse de bêtises. Exactement. J'en ai pas trop mis partout, ça va. Je ne travaille pas le soir ni le week-end. C'est un luxe dans la restauration d'avoir ces soirées. Et ces week-ends, ces jours fériés également. Il faut savoir se faire écouter. Voilà, obéir sans forcément crier, ça ne sert à rien. Faut que ça passe bien avec les équipes. J'explique, j'accompagne, je forme, j'hésite pas à leur montrer. Le côté calme, il faut l'avoir. Bon, il y a des fois ça éclate un peu, mais bon, c'est pas méchant. Il faut garder vraiment toujours son sang-froid et voilà. Briefing, on y va. On est parti. Il y a un petit contact client qui se lie et voilà, c'est toujours agréable d'avoir des bons retours également de leur part. Et bonjour, rebonjour. Bien sûr. Pas de crème. Non. Une ou deux? Deux alors. Deux pommes de terre. Eh ben ça marche. Bon appétit. Bonne journée à vous, merci. Votre sauce était super, donc on félicite les équipes également. Alors j'invite le client à aller le voir. C'est assez compliqué, mais on prend le temps, on essaye de prendre le temps quand même, de ne pas être des machines et d'accompagner les clients jusqu'au bout. Le marketing crée les menus sur 4 semaines, nous les envoie et nous on les retravaille en fait, selon on va dire le matériel qu'on a. Heureusement on a un petit peu de liberté. On peut amener des choses nouvelles, chaque chef a sa façon de travailler et peut emmener une recette ou sur un décor ou sur de la présentation du dressage de l'assiette. On est en restauration collective, mais on arrive à s'amuser un petit peu, donc faire des petits risottos à l'encre de sèche, voilà, des légumes frais, du poisson grillé, voilà. Moi j'aime bien prendre des photos de mes plats et puis je les mets sur Instagram, voilà. Je cuisine au travail, à la maison. Plus qu'un métier, on va dire, c'est un hobby, hein, voilà. Ça fait partie de moi, en fait. Ouais. Les associations sont souvent en première ligne quand il s'agit d'accompagner vers l'emploi des personnes qui en sont exclues. De son CV à la tenue qu'il faut porter lors d'un entretien, on ne sait pas toujours comment se montrer sous son meilleur jour. C'est là que la cravate solidaire intervient. Nous organisons des ateliers d'accompagnement qui ont lieu 3 fois par semaine, donc le mercredi, le vendredi et le samedi après-midi, et durant lesquels nous accompagnons 5 à 10 personnes par atelier. Ces ateliers se déroulent en 3 parties. Une première partie de coaching en image, durant laquelle on va remettre aux candidats une tenue adaptée pour le poste qu'ils visent. J'ai bénéficié au niveau de la salle d'habillement, de conseils et de suggestions en fait pour trouver une tenue professionnelle, un ensemble costume et une chemise et une cravate. Un costume, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. L'action de l'association est plus ambitieuse que de jouer les Christina Cordula. Il s'agit de redonner confiance en elles aux personnes qui cherchent un emploi. C'est la partie qu'on appelle RH, et là c'est vraiment une préparation très concrète à l'entretien, travailler son discours, sa posture, pour vraiment mettre en avant ses compétences et avoir un discours positif face au recruteur. Donc les consultants nous ont montré comment mettre en relief certains points saillants de notre expérience. Ensuite, les postures et l'attitude à avoir durant l'interview. La troisième partie, c'est une partie photo, où la personne va se mettre en scène dans sa nouvelle tenue et toujours se sentir mieux avec sa nouvelle image. Si vous souhaitez contacter la Cravate Solidaire ou si vous êtes une association et que vous souhaitez présenter votre initiative, toutes les infos sont évidemment à retrouver sur la page de l'émission via le site publicsena.fr.
Le magazine de l'emploi, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très vite avec des conseils pratiques, des infos utiles et de nouvelles expériences motivantes. À bientôt.